Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 712. Nous sommes le 16 mars 2026, il est 15h59. 16h en fait, de l'après-midi. Alors, des nouvelles de la chaîne. Moi, je vais arrêter revue de presse et point de presse, les points de presse que je fais le matin, pendant quelques jours. Je ne sais pas exactement combien, mais je vais l'arrêter. Je vais arrêter, j'ai besoin de revenir un peu à la vie normale. Parce que je vous signale quand même que depuis 4 ans et quelques, depuis le début de la guerre en Ukraine, je fais des revues de presse tous les jours, presque. Vous vous rendez compte? Bien, là en ce moment, j'ai besoin de revenir un peu à la vie réelle. Enfin, la vie réelle, oui, je l'ai évidemment, puisque les news sont très très chaudes, etc. etc. Mais ben justement, là, ça suffit, là. Ça suffit. Ça devient insupportable, quoi. Bien, mais écoutez, mes chers abonnés, c'est donc la revue de presse numéro 712. Nous allons parler un tout petit peu, je crois, de l'Ukraine, énormément de l'Iran, et puis peut-être un peu des municipales en France. Voilà, chers abonnés. Ben, je pense que je reviendrai à la fin de la semaine, hein. Bon, allez, au revoir, à bientôt. 28 kemény nap áll előttünk. Nem úgy kell nyernünk, mint 4 éve, hanem jobban. Nem annyi szavazat kell, mint 4 éve, hanem több. Meg kell újítanunk az előző választáson megkötött háború ellenes szövetségünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ünneplők, barátok! Béke legyen, a határ maradjon zárva, ne kelljen kimenni a magyaroknak, fiataloknak, idősebbeknek a frontra, mert ez egy értelmetlen háború, mert ez csak a pénzről szól, semmi másról, és több millióan halnak meg ezért sajnos, ennek nincs értelme. Elle ne s'est pas du tout déroulée comme ceux qui l'ont déclenchée l'avaient prévu. Mais vous me direz que les guerres de l'Empire américain ne se déroulent jamais comme on les avait prévues. Lorsque les États-Unis ont attaqué, avec la coalition de l'OTAN, 19 pays de l'OTAN, lorsqu'ils ont attaqué la Serbie, mon pays d'origine, c'était encore plus impressionnant que ce qu'on a aujourd'hui face à l'Iran. L'Iran est quand même un très grand pays, pratiquement aussi grand que l'Union européenne, ou pas loin, avec beaucoup d'habitants, avec une technologie avancée, avec beaucoup de ressources. Et la Serbie, elle avait en face d'elle 19 pays de l'OTAN, donc une coalition de 19 pays. Il n'y avait aucun allié, la Russie était complètement effacée de la carte de géopolitique du monde. Elle avait une armée correspondant à un pays de combien 8 millions d'habitants, qui était en plus
épuisé par 8 années de guerre civile, puisque on sortait de l'éclatement de la Yougoslavie. Regardez la Russie et l'Inde, ils ont des très très bons rapports avec notamment l'Iran, mais la Russie aussi, c'est moins connu, a des très bons rapports avec Israël. Bien sûr. Et donc en fait, quand on veut être avec une vision manichéenne, occidentale, un peu, j'allais dire atlantiste, la mentalité euro-atlantiste, il y a les bons, les méchants, et on a des alliances contraignantes. Manichéenne d'ailleurs. Très manichéen, et en plus c'est belligène parce que les alliances contraignantes entraînent les premières, les secondes guerres mondiales. Dans le monde multipolaire, ceux qui tireront leur épingle du jeu, ce sont ceux qui seront capables d'être avec deux blocs différents et ils joueront. Alors par exemple, l'Inde est ennemie de la Chine, mais elle est quand même avec la Chine. Elle rencontre la Chine dans au moins 2 grandes organisations multipolaires, l'OCS et surtout les BRICS. Donc c'est moins manichéen que et l'Européen, donc avec son côté manichéen moraliste, ne peut pas comprendre ce monde complexe qui est fait d'alliances non contraignantes. La Russie l'a dit, nous n'allons pas entrer en guerre pour défendre l'Iran, car l'Iran peut se défendre tout seul, et nous n'avons pas d'alliance contraignante avec l'Iran. Les BRICS Il n'y a que nous qui croyons que tous ces gens sont liés les uns et les autres de manière manichéenne. Absolument, c'est le missile Sedjil qui a été utilisé donc pour la première fois depuis le début de la guerre. C'est un missile stratégique. Les images, la vidéo a été diffusée par la télévision d'État. C'est un missile à 2 moteurs avec du combustible solide. Donc il n'y a pas besoin de le préparer pour être lancé. Donc on peut le sortir et le lancer ou le lancer depuis un silo, depuis une base souterraine. Il existe de nombreuses bases souterraines de missiles avec des silos, donc il n'y a pas besoin d'utiliser des lanceurs qui peuvent être identifiés, localisés et être visés par des frappes américaines ou israéliennes. Et ce missile est particulièrement destructeur puisque il a une tête d'environ d'1 tonne, donc une décharge explosive très importante et une vitesse très importante puisque désormais depuis maintenant 5 jours, l'Iran n'utilise plus que des missiles d'1 tonne ou de 2 tonnes, donc pour frapper à la fois Israël, mais aussi les bases américaines dans la région. C'est stupéfiant, hein, entre nous. Vous demandiez à une première année de Sciences Po, s'il y a une guerre avec l'Iran, quel est le problème, quelle est la menace? Il vous répondrait le détroit d'Ormuz. Vous regardez la carte, ça passe 20% du pétrole mondial, et vous vous dites, l'Iran n'a plus rien à perdre. Hein. Ils ont commencé la guerre en Iran en disant on veut se débarrasser du régime. Donc vous n'avez plus rien à perdre, et bien comme je disais, vous entraînez le monde avec vous dans le désastre. Comment vous expliquez cette impréparation américaine, si on vous suit là? De nouveau, il est impossible de ne pas parler d'incompétence, d'inaptitude de cette administration américaine. De nouveau, il n'y avait pas besoin d'avoir fait 20 ans de géopolitique pour voir qu'il y avait un risque. Ils n'ont rien prévu. Parce que même les Américains qui étaient là-bas, il doit y avoir 200 000 à 300 000 Américains, ils n'avaient même pas prévu leur évacuation. Ouais. Et donc, d'un seul coup, ça a été panique à bord pour les malheureux Américains. Donc, je dirais vraiment l'incompétence absolue et puis ce rêve que les Iraniens allaient se comporter comme les Vénézuéliens, on leur tuait leur chef et immédiatement, ils allaient capituler. Franchement, c'est ne pas connaître l'Iran de penser que ça aurait été le dénouement. Non, je dois l'avouer que c'est proprement ahurissant de voir les Américains. Vous en êtes presque étonné, c'est un rire nerveux presque. Oui, c'est un rire nerveux, mais tout le monde, hein, vous regardez tous les commentateurs qui sont là en train de dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Là, il y a peut-être 1 heure ou 2 heures, le secrétaire à la Défense Exet, on lui a dit que pensez-vous? Il a répondu mais vous savez, si les Iraniens arrêtaient de tirer, le détroit serait rouvert. Oui, il y a quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Israël a aussi des renseignements. Le Hormuz aussi était sensible pour eux, pour Israël. Mais pas eux, non. Eux, Hormuz, ils dépendent pas du tout d'Hormuz. Je pense que pour les Israéliens, c'était pas le sujet, c'était de se débarrasser de la puissance. Israël, je ne suis pas convaincu que ce soit se débarrasser du régime. Hein. Je pense que pour Israël, c'est l'élimination de l'Iran en tant que grande puissance régionale. Des milliers de missiles, le déploiement de 2 porte-avions et de ces centaines d'avions de chasse. L'offensive américaine est coûteuse, plus de 11,3 milliards de dollars dépensés en 2 semaines selon plusieurs sources américaines. On estime aujourd'hui que c'est une guerre qui coûterait plus d'1 milliard de dollars par jour. Les États-Unis ne sont pas en économie de guerre et qu'à un moment donné, la question va se poser de savoir qui est capable de tenir le dernier quart d'heure de la guerre. Des munitions également en quantité limitée. Des années de stock auraient été épuisées.
en 16 jours de guerre. Même quand vous êtes une telle puissance économique et militaire, vous avez un taux, par exemple, d'intercepteurs qui est limité. Et en l'espace de 2 minutes, quand on tire une douzaine de patriotes, bien on vient de tirer 2% de tout ce que les Américains fabriquent par an. Selon des sources américaines, la marine pourrait subir les conséquences de ces dépenses massives pendant plusieurs années. Que notamment Google Maps ne doit plus fournir en direct des images satellites de l'évolution de la situation, notamment des frappes et de leur succès ou non sur cette région. Il va y avoir désormais un délai de 14 jours. 14 jours, ce qui va permettre bien évidemment de faire du contrôle de dégâts, du damage control médiatique, hein, c'est-à-dire que dans 14 jours, on saura ce qui a été complètement détruit en Israël au tout début, le 1er et le 2 mars, hein, voilà, et pas avant, donc ça permettra de dire « Ah oui, mais non, c'est pas grave, vous avez vu, finalement, on a gagné à la fin », bon... Faudrait-il encore que cette affirmation soit vraie. Donc aujourd'hui, on n'a plus moyen, donc à part avec des cartes comme ça très, on va dire très générales, on n'a plus moyen de vous fournir des cartes très détaillées. J'ai regardé même hier, il y a le site Live UMAP qui suivait jusqu'à maintenant la guerre en Ukraine, qui a décidé de faire quelque chose d'équivalent pour la guerre donc contre l'Iran et le Liban. Sur le territoire israélien, vous n'avez que soit des notifications qui correspondent à des dégâts sur des infrastructures comme des habitations civiles avec éventuellement les blessés ou les morts. Vous avez les alertes aériennes qui sont signalées, mais vous n'avez rien concernant les dégâts qui ont été infligés aux infrastructures politico-militaires israéliennes. Rien du tout. Well, so many of these countries are part of CENTCOM, but this is the point, is that it's going to hurt your country in the long term. But when we talk about the Strait of Hormuz, which is such an important transit point for global trade, you have said it is closed to Israel and it's closed to the United States. The Financial Times is reporting that European diplomats from France and Italy are talking to your government about trying to get safe passage for their ships. Are you open to restarting oil and gas vessels going through there? Well, we are open to countries who want to talk to us about the safe passage of their vessels. You are negotiating with France and Italy? Well, I cannot mention any country in particular, but we have been approached by a number of countries who want to have a safe passage for their vessels, and this is up to our military to decide, and they have already decided to let a group of vessels belongs to different countries to pass in a safe and secure. So we provide them security to pass because we have not closed this strait. They are not coming themselves because of the insecurity which is there because of the aggression by the... La dictature politique, c'est condamnable et nous sommes très heureux de vivre en liberté. Mais il y a pire que la dictature politique et nous l'oublions très souvent. Il y a l'anarchie. Et il y a pire que l'anarchie, il y a la guerre civile. C'est exactement ce que nous avons provoqué en Irak. Et il se trouve que moi je suis allé plusieurs fois en Irak avant du temps de Saddam Hussein et après. Et j'ai comparé, j'ai parlé aux mêmes familles. Et bien tous regrettaient le régime ancien, parce qu'au moins dans le régime ancien, ils ne pouvaient pas faire de politique, c'est bien d'accord, mais ils n'avaient pas peur quand ils envoyaient leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, ils ont peur. Aujourd'hui, moi j'ai fait la route du temps de Kadhafi entre Benghazi et Tripoli, mais rien n'arrivait, je roulais à 2h du matin. Aujourd'hui, c'est juste impossible, si vous voulez, c'est juste impossible. Donc on a créé l'anarchie et la guerre civile dans tout le Sahel, et donc il ne faut pas être naïf, il y a pire que la dictature politique, bien sûr. Mais ça n'empêche que tout de même, tout ce qu'il nous reste, et tout ce qu'il me reste, moi, pour essayer de comprendre ce chaos, c'est ce fameux droit international que tout le monde bafoue aujourd'hui. Et excusez-moi de vous dire, le droit international, ce n'est pas un menu à la carte. Voilà, on n'est pas au resto, on ne l'invoque pas quand ça nous plaît et on le trouve obsolète quand ça nous plaît pas. Qui sommes-nous pour dire on piétine le droit international? Nous n'avons que ça. On ne peut se rattacher qu'à ça aujourd'hui. Faisons-le. Ça ne veut pas dire que je suis pour que le régime des mollahs... et en plus, je vais vous dire, vous savez quoi? Je ne suis pas une experte, je ne veux même pas me prononcer là-dessus, d'accord? Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous entendez beaucoup de femmes et d'hommes vouloir un changement de régime. Et moi, j'entends aussi, enfin, vous êtes sur les réseaux, aussi plein de gens qui disent nous ne voulons pas, nous n'aimons pas notre gouvernement, mais nous ne voulons pas
que l'ingérence des États-Unis parce que ça a fait trop de chaos dans la région. Ça ne marchera pas. Le schéma est toujours le même. Excusez-moi, nous avons l'expérience. Autant à l'époque, en 2003, on ne savait pas trop. Maintenant, on a quand même vu, entre les talibans, 30 ans, les talibans ont été remplacés par les talibans, un pays massacré. Les femmes, pour le coup, là-bas, ne vont pas à l'école. L'Irak, pareil. La Syrie, excusez-moi. Est-ce que vous savez, enfin vous le savez, j'imagine, que le président actuel de la Syrie est un ancien terroriste. Un de ceux qui a tué nos frères en terrasse. Voilà. Tous ces jeunes-là qui les ont... Du 15 novembre. Du 15 novembre, 13 novembre. voilà, s'inspiraient de cette personne. Il est mis au pouvoir, et le jour où il est mis au pouvoir, il sort de la liste des terroristes, la liste terroriste des Américains. Excusez-moi, comment est-ce que vous voulez que nous, on ait foi en cette superpuissance qui, du jour au lendemain, décide qu'un terroriste n'est plus un terroriste ? L'armée israélienne a déclaré qu'elle poursuivrait ses opérations pendant au moins 3 semaines. Le ministre israélien des Affaires étrangères a indiqué que son pays continuerait à combattre l'Iran jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. L'Iran affirme avoir commencé à utiliser ses missiles balistiques à longue portée Sejil contre Israël, visant des installations militaires et de défense clés. Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a réitéré la demande de compensation formulée par son pays à l'encontre de son ennemi. Répondant aux affirmations du président américain Donald Trump, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran n'avait jamais demandé de cesser le feu et qu'il se défendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. Nous n'avons jamais demandé de cesser le feu, ni même de négociation. Nous sommes prêts à nous défendre aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que le président Trump se rende compte qu'il s'agit d'une guerre illégale qui ne mènera à aucune victoire. Et prenons tout de suite la direction de Washington, puisque le coût humain de la guerre, est-ce que Donald Trump est prêt à l'assumer ? Sonia Dredi, vous êtes notre correspondante à la Maison-Blanche, vous y êtes actuellement. Est-ce que Donald Trump est prêt à dire « oui, nous sommes d'accord pour avoir des pertes humaines » ? Oui, il l'a dit plusieurs fois ces derniers jours déjà, quand c'est la guerre, il y a des pertes humaines. Et ce matin, lors d'une interview sur Fox News, lorsque le présentateur lui a demandé jusqu'à quand est-ce que la guerre sera terminée, il a dit « quand je le sentirai ». Donc pour l'instant, malgré la pression de l'opinion publique, il reste plutôt déterminé. Il n'a pas encore réagi sur la mort de ces 6 derniers soldats. Pourtant, il a fait plusieurs posts sur son réseau social Truth ces dernières heures. Un peu plus tôt, il y a eu une réaction du secrétaire à la défense Pete Hegseth qui les a qualifiés de héros. Il y a aussi le général Duncan qui a rappelé que ce crash de l'avion n'était pas le résultat d'un tir hostile ou d'un tir ami. Et puis il y a notamment le sénateur républicain Lindsey Graham. Vous savez, c'est ce sénateur qui a vraiment poussé Donald Trump, qui fait partie de ceux qui l'ont poussé à intervenir en Iran, qui a réagi sur le réseau social X pour notamment dire à leur famille que ces victimes avaient rendu le monde meilleur. Mais il y a vraiment une émotion au sein de la population américaine et même une colère qui grandit chez une partie de la population. Il y a le sénateur démocrate Blumenthal qui a déclaré il y a quelques heures, sans objectif ou stratégie claire, la guerre irréfléchie de Donald Trump en Iran met en danger la ville de civils innocents et de militaires américains. Il y a de plus en plus de voix dans son propre camp qui s'élèvent, notamment Joe Rogan, qui est, vous savez, ce podcasteur conservateur très connu aux États-Unis, qui a dit que c'était une guerre complètement folle. Mais encore une fois, malgré la pression d'une partie de l'opinion publique, pour l'instant, Donald Trump semble déterminé. Merci Sonia Dredi, on reviendra vous voir tout au long de cette édition spéciale. On peut constater que tout ce que les Iraniens font, ils l'annoncent au préalable. Oui. Avant le déclenchement de cette guerre, ils avaient annoncé que si la guerre, s'ils étaient attaqués, ils régionaliseraient le conflit. Ils l'ont fait. Écoutez, pour l'instant, la nuit a été plutôt calme. Il n'y a pas eu donc de frappe sur terrain. En tout cas, on parle de frappe dans la région de Shiraz. Mais durant toute la nuit, l'Iran a aussi riposté en lançant plusieurs vagues de missiles et de drones, notamment une dernière il y a à peine un quart d'heure, selon les gardiens de la révolution. Des frappes combinées donc contre Israël, combinées avec le Hezbollah libanais, contre différentes cibles en Israël, mais aussi des frappes, des attaques contre
contre les installations militaires et les bases américaines dans la région, notamment au Kurdistan irakien, à Bahreïn aussi, qui ont été donc visés selon les gardiens de la Révolution. Et puis, les gardiens de la Révolution ont demandé à tous les Américains, donc les civils, de quitter la région, de s'éloigner des usines donc américaines dans les pays de la région, parce que désormais les usines seront une cible pour des frappes, et aussi demande aussi aux militaires américains de quitter donc la région, parce qu'ils nous vous traqueront où vous trouvez pour vous frapper, ont affirmé les gardiens de la Révolution. Il y a aussi une autre déclaration d'un porte-parole des gardiens de la Révolution qui a affirmé qu'on ne connaissait pas le sort exact du Premier ministre israélien, s'il est mort ou s'il est vivant, mais s'il est vivant, a dit ce responsable, ce porte-parole, s'il est vivant, nous le traquerons jusqu'au bout pour l'assassiner. Il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias iraniens, sur le sort de Benjamin Netanyahou, et on affirme sur les réseaux sociaux, mais aussi en Iran, que en fait sa dernière apparition s'était générée par l'intelligence artificielle, et qu'on n'avait pas, donc ça c'est une autre information des médias iraniens et sur les réseaux sociaux, qu'on n'avait pas de nouvelles de plusieurs membres du cabinet de guerre israélien, notamment le chef du Mossad, Netanyahou lui-même, ou encore Ben-Gvir, qui est donc le ministre chargé de la sécurité. La fameuse guerre asymétrique où l'Iran, par sa capacité de nuire, fait durer les choses. Trump disait hier, l'Iran veut négocier. C'est vrai ou pas vrai? Alors, j'aimerais être capable de te le dire avec certitude. Je pense que M. Trump a dit beaucoup de choses depuis le début des opérations, souvent une chose et son contraire. Je le répète parce que ça fait partie de la méthode. C'est peut-être une manière aussi d'acheter la patience, la complaisance des Américains, donner l'impression qu'ils sont en position de force, que les Iraniens seraient désespérés, voudraient faire un deal, un mot qu'aime bien le président Trump. Or, officiellement, les Iraniens disent qu'il n'y a absolument aucun deal sur la table, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de dissension entre le nouveau guide suprême, qui est probablement alité, mais à qui on a fait dire qu'il était hors de question d'arrêter, de bloquer le détroit d'Ormuz, qu'ils étaient prêts, les Iraniens, à se battre jusqu'au bout, et le président, plus soft, qui a dit il y a certaines conditions qui pourrait peut-être faire en sorte qu'on serait prêt à discuter, à commencer entre autres par la fermeture de toutes les bases militaires américaines dans la région du Golfe, ce qui me semble difficilement recevable de la part des Américains. Donc, il y a peut-être un bon cop, bad cop qui se joue en Iran. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est synchronisé, mais c'est évident que quand le président Trump dit « Je ne suis pas pressé, je ne veux pas écouter leur offre, ce n'est pas encore la meilleure », je crois surtout qu'il achète du temps. Et peut-être aussi un peu de complaisance de la part des électeurs qui, aux États-Unis, vont commencer à s'inquiéter. Mais la question, c'est la stratégie militaire. Les Américains disent il y a presque plus d'objectifs militaires aujourd'hui. On les a désarçonnés, on bombarde comme jamais personne n'a été bombardé. Donc, il y aurait peut-être, au bout des bombardements, la capitulation. Juste envie, pour fin de discussion, de rappeler quand même l'histoire, parce que ça peut nous servir à l'occasion. Je ne sais pas si M. Trump est attentif à celle-ci, mais en 1944, l'Allemagne est au sommet de sa production militaire alors qu'elle perd plus ou moins le contrôle de son espace aérien très rapidement. Elle sera bombardée comme peu de pays l'ont été. Les bombardements de Dresde, ça va se poursuivre jusqu'en 1945, évidemment, avec la capitulation en avril. Mais l'année 1944 est une année de production militaire intense pour un pays qui est sur la défensive et hyper bombardé. Dans l'histoire de l'humanité, le Japon est probablement le pays qui a été conventionnellement le plus bombardé. Tokyo a été incendié. Le régime n'a jamais capitulé avant que les Américains ne fassent exploser non pas une, mais 2 bombes atomiques. Et c'est ça qui a été le facteur différentiel, puis on peut évidemment le comprendre. Ils ont saisi que leur avenir était sérieusement menacé et qu'il n'y avait pas de résistance possible. Mais est-ce que le dos des Japonais a cassé avant ce non? Puis l'exemple plus récent, c'est le Vietnam, où et le nord du Vietnam, y compris, on appellera ça un dommage collatéral, le Cambodge, ont été bombardés, mais là aussi, de façon massive pendant des années, pour affaiblir la capacité militaire, la capacité de production. Les mêmes types de discours du général qui était aux opérations, Westmoreland, qui disait « on a réussi à tuer 1000, 2000 Viet Cong aujourd'hui ». Alors, il y avait de la statistique, comme on en a à une autre échelle aujourd'hui, 20 lanceurs. Et pour autant,
la capacité de production militaire du Vietnam du Nord n'a jamais été entamée. Ils ont gagné la guerre. Alors, quand on dit, avec ces opérations militaires, on va désarçonner durablement l'Iran, je pose la question, est-ce que c'est seulement réaliste? Est-ce que ça correspondra à la réalité? J'en suis absolument pas certain. On peut constater que les Iraniens ont la main sur un centre de gravité qui est majeur dans cette guerre, c'est le détroit d'Ormuz, parce qu'il a un impact énergétique, un impact économique et un impact politique de niveau mondial. Et c'est eux qui le contrôlent. Et depuis le début, ce centre de gravité était le centre de gravité majeur de cette guerre. Ensuite, il y a un deuxième centre de gravité qui est très fragilisé par les Iraniens. Ce sont les pays du Golfe. Et au travers des pays du Golfe, toutes ces installations militaires et non militaires américaines qui sont touchées et frappées par les Iraniens. Si on fait un bilan global des centres de gravité de chaque adversaire actuellement dans cette guerre, les centres de gravité iraniens, quoi qu'on en dise, sont assez peu attaqués, même s'ils ont été frappés, notamment lorsque le guide suprême a été éliminé. Mais très rapidement, ils ont réussi à mettre en place un système de remplacement et leur système de commandement, qui est très, très décentralisé, leur permet de poursuivre leur frappe balistique, que ce soit par moyen de missiles, mais également par drone, sur les cibles qu'ils ont identifiées pour affaiblir leur adversaire. D'un autre côté, on peut constater que les Américains et les Israéliens, alors qu'ils espéraient une guerre courte et une décapitation très très rapide du gouvernement iranien, sont maintenant contraints par les Iraniens à une guerre plus longue que celle qu'ils espéraient. Oui. Et cette notion de durée fait que plus la guerre va durer, plus les Iraniens, d'une certaine manière, pourraient ressortir comme les vainqueurs stratégiques de cet affrontement. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, avec vous, on part au Moyen-Orient. C'est peut-être un tournant dans la guerre en Iran. 2 semaines après l'avoir déclenché, Donald Trump appelle à l'aide pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Oui, alors dans le même élan, samedi, il a décrété que les États-Unis avaient complètement anéanti l'Iran avant d'appeler les pays qui s'approvisionnent en pétrole dans le détroit d'Ormuz à veiller à sa sécurité avec l'aide des Américains. Alors, dans cette confusion, il faut distinguer le premier déni est celui d'un chef de guerre qui répète « on va gagner » car il doit rassurer, et comme Donald Trump fait tout au superlatif, il triomphe alors que le pétrole flambe, près de 3% ce matin, et que les voisins paniquent, les Saoudiens et les Émiratis ont été frappés cette nuit encore par des drones et des missiles. Chacun réalise que le régime iranien est un kamikaze, que le suicide exalte et qu'il n'y aura pas de révolution sous les bombardements. Il n'empêche, le Donald prétend que la bête meurt. La semaine dernière déjà, il décrétait la guerre quasiment terminée. À la guerre comme en temps normal, le président sème la confusion, il en a fait un système, il est fier d'être imprévisible. C'est la stratégie du fou. Elle trouve sa limite quand elle se heurte au fou de Dieu, les mollahs prêts à toutes les surenchères. Il en appelle, Donald Trump, à la Chine, à la Corée du Sud, au Japon aussi, pour libérer le détroit d'Ormuz. Alors, c'est une autre sorte de déni. Les Chinois achètent le pétrole du Golfe, c'est vrai, mais comment imaginer qu'ils viennent à la rescousse des Américains, qu'ils s'aventurent à briser l'embargo décrété par leurs alliés iraniens? Le Japon vient de dire non, la Corée ne bougera pas non plus. Donald Trump en a aussi appelé au Royaume-Uni, alors qu'il y a une semaine, il en critiquait vertement les dirigeants en disant « Nous n'avons pas besoin de gens qui se joignent à nos guerres une fois que nous les avons gagnées ». On sait dans quel mépris la Maison-Blanche tient l'OTAN. Mais ce matin, il avertit que l'avenir de l'Alliance sera très mauvais si ses membres ne l'aident pas dans la bataille d'Ormuz. Tout comme il annonce que le sommet prévu avec la Chine le mois prochain sera reporté si elle ne bouge pas. On est passé de l'appel à l'aide à la menace. Samedi, il sonnait le tocsin et dimanche, il brandit le gourdin. En réalité, il est trop tôt ou trop tard pour que l'Amérique partage les risques d'une guerre qu'elle a déclenchée sans en parler à quiconque. Et Donald Trump cite aussi la France qui a dépêché son porte-avions, le Charles de Gaulle, en Méditerranée orientale.
Oui, c'est-à-dire à 3500 km d'Ormuz quand même, dont il n'approchera qu'une fois les combats terminés. Et quand il aura été rejoint par des tas de frégates, de porte-hélicoptères, la Royale étant presque au complet avec à la tête d'une armada composite avec des Grecs, des Italiens, des Bataves, des Danois, des Portugais, etc. De quoi démontrer aux Américains que l'Europe a une marine de guerre et que le Pacha est français. Emmanuel Macron a répété qu'il s'agit d'une mission défensive de sécurisation du trafic maritime. Vous me direz, à quoi sert une telle armada si la guerre est terminée? Et c'est sans doute la question que se pose Donald Trump. La France aimerait jouer sur les deux tableaux, sécuriser le trafic pétrolier, mais sans tomber dans le piège, dans l'escalade que cherchent les mollahs. Exercer une pression militaire, mais maintenir le dialogue diplomatique avec eux. Se distinguer des Américains, mais ne pas les froisser. Bref, faire du en même temps. Le seul problème, c'est que la guerre simplifie toutes les équations. Il n'y a que deux côtés à une ligne de front, et c'est ce que nous dit ce matin Donald Trump. Quand on étudie les moyens du corps des Marines, tout le monde s'entend depuis que cette annonce a été faite pour dire, parce que on parle de 5000 hommes, mais c'est 2500 combattants. C'est pas 5000 soldats de première ligne, hein. Même si c'est des Marines et que c'est l'élite des forces armées américaines selon la majorité des observateurs et l'histoire. C'est pas avec ça que vous allez... Alors oui, vous pouvez tenter de débarquer sur une île, je dis bien tenter, et puis de vous en emparer, mais qu'est-ce que ça va changer? Alors si c'est l'île de Karg, il faudra d'abord, pour y accéder, soit faire passer ces Marines par la terre pour qu'ils rallient, j'imagine, Kuwait City, hein, pour pouvoir traverser la distance qui sépare Kuwait City de l'île de Karg, et puis ensuite s'y maintenir, et à quelle fin? Alors est-ce que c'est pour porter un coup stratégique à la production de pétrole de l'Iran, on en a parlé, sans pour autant tout détruire, et pour les obliger à accepter des conditions de négociation? C'est possible, mais ça reste extrêmement dangereux. Intérêts divergents, mais qui convergent momentanément. Israël et les Américains n'ont pas les mêmes intérêts existentiels, mais il y a une convergence. L'un avait un intérêt géopolitique, l'autre existentiel, et ça converge. Mais là, on voit de plus en plus que l'un voudrait que ça dure, l'autre non. Et M. Trump ne sait pas comment se tirer de ce bourbier, puisque maintenant il y a Hormuz. Peut-être que demain il y aura la mer Rouge, et là ce sera encore pire pour les Américains. La réponse des gardiens de la révolution iranienne à cet appel de Donald Trump concernant le détroit d'Ormuz. Écoutez. Si la marine américaine ose s'approcher des côtes et du détroit d'Ormuz, nous leur montrerons que notre marine est toujours debout. La menace est donc claire. On vous retrouve Axel Monnier en direct de Washington. Donald Trump, finalement, appelle à une coalition internationale pour trouver une issue à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz après avoir refusé l'aide, pourtant, des Européens il y a quelques jours. Effectivement, alors c'est un message un peu ambigu parce que dans un premier temps, il explique que plusieurs pays vont envoyer des navires avant d'écrire quelques lignes plus bas qu'en fait, il demande l'aide de plusieurs pays pour former une coalition internationale. Et il demande notamment à deux pays qui ont proposé quelque chose de similaire et qu'il avait refusé, balayé d'un revers de main même, la France, le Royaume-Uni, mais il appelle aussi le Japon, la Corée du Sud ou encore la Chine. En tout cas, c'est la preuve que cette question devient l'urgence absolue actuellement pour l'administration américaine, alors que les prix à la pompe, plus 23,5% depuis le début de la guerre, présentent un énorme risque politique pour Donald Trump, surtout dans une économie états-unienne qui est déjà très fragile, très fragilisée depuis plusieurs mois. Alors, c'est sans doute pour cela, d'ailleurs, que ces derniers jours, Donald Trump a annoncé que les navires américains allaient escorter des navires citernes à travers le détroit d'Ormuz. C'est sans doute aussi pour cela qu'il a ordonné des frappes hier contre les sites militaires de l'île de Karg, qui est le cœur battant de l'industrie pétrochimique iranienne. Et c'est peut-être aussi pour cela, il faudra avoir confirmation, que le Pentagone devrait envoyer plus de 2000 soldats supplémentaires et 3 navires supplémentaires dans le golfe de Persique. On sait que c'est la 31e unité expéditionnaire des Marines, une unité qui est connue justement pour ses capacités multiples à mener de nombreuses tâches, et notamment peut-être de sécuriser le détroit d'Ormuz. En tout cas, clairement, Donald Trump
veut accélérer sur le sujet pour éviter non seulement une crise pétrolière, mais aussi une crise économique mondiale et américaine. Et ce qu'ils veulent faire, le déranger, contrôler le détroit d'Ormuz, etc., ils sont toujours en mesure de le faire? Ils sont toujours en mesure de le faire. Et comment gagnes-tu une guerre? S'ils ne la gagnent pas militairement, c'est une évidence, ils n'ont pas les moyens, ils la gagnent peut-être politiquement et économiquement. À chaque fois qu'ils laissent passer un pétrolier, un navire qui bat pavillon indien ou chinois, parce qu'ils ont toujours des relations commerciales avec les Chinois, ils font la preuve de quoi? Ben, pour l'instant, c'est eux qui contrôlent la partie. C'est eux qui sont capables de choisir qui passera et qui ne passera pas. C'est une façon de narguer les Américains. Quand Donald Trump, il y a quelques jours, disait on est capable tout seul de régler le problème de la navigation dans le détroit d'Ormuz et en fin de semaine, appelle les alliés à venir. دکتر صحبتایی از آتشبس میشه نظر شما در رابطه با آتشبس و بستن تنگه هرمز توسط ایران چیه؟ تنگه هرمز باز نخواهد شد. هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را ندارن. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر هست. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس و کنترل تنگه هرمز به دست خود کشورهای منطقه، مخصوصا ما و کشور عمان که دو طرف این تنگه هستیم، امکان نداره امنیت به وجود بیاد. پایان جنگ هم در دست ماست. ما زمانی به پایان جنگ نگاه میکنیم که اولا تمام خساراتمون رو از آمریکا خواهیم گرفت. ثانیاً به یک تضمین 100% باید از آینده برسیم که اون بدون خروج آمریکا از خلیج فارس امکان پذیر نیست. بنابراین شرط دوم خروج آمریکا از خلیج فارس است. Outre cette histoire de renfort de Marines, il y a cette idée de Donald Trump de dire aux autres pays faudrait vous ramener, là, faudrait rappliquer pour nous aider. Et là, j'ai vu ce matin, en ouvrant les canaux d'information, qui menaçait les pays de l'OTAN s'ils venaient pas à son secours, en disant l'avenir de l'OTAN, si vous venez pas m'aider à rouvrir le détroit d'Ormuz, ça va pas être très folichon. Après tout ce que vous avez déjà dit, Monsieur le Président, c'est fini alors. Il y aura plus d'OTAN, hein, parce qu'il veut en plus de l'OTAN, il veut que même les Chinois, les Coréens du Sud et les Japonais, qui sont très impactés eux par les problèmes d'approvisionnement pétrolier liés au fait que plus personne, sauf des navires sélectionnés battant pavillon chinois ou russe, pénètre dans le détroit d'Ormuz. Voilà, alors est-ce qu'on va voir la marine japonaise rouvrir le détroit d'Ormuz? J'en doute. On attendra le plus longtemps possible avant de dire qu'on entre en guerre, et on ne le fera que si les intérêts français sont absolument menacés dans la région. Parce que ce qui est très compliqué, c'est que ce qui se passe, et la mort du soldat français hier le montre bien, c'est que l'Iran est rentré dans une logique non pas de guerre, parce que la guerre, d'un point de vue militaire, l'Iran l'a perdue. Il n'est plus question que ça. Il n'y a plus de marine, il n'y a plus d'aviation, les rampes de missiles sont disséminées. En revanche, l'Iran est rentré en guérilla. Vraiment en guérilla, dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire utiliser tous les moyens possibles, des moyens de terrorisme, des moyens légers, des moyens... et dans la durée. L'Iran en activant certaines de ses milices irakiennes, et peut-être en activant plus tard les Houthis, rentrent dans une logique de lenteur, c'est-à-dire étant écrasé militairement, mais ayant son pouvoir sécuritaire a survécu, a le temps pour elle. L'Iran a le temps, contrairement à Donald Trump et à Netanyahou, qui n'ont pas tant de temps que ça parce qu'ils ont des échéances électorales, l'un et l'autre qui se rapprochent. On voit bien que la stratégie iranienne, c'est plus... D'ailleurs, il n'y a pas un avion iranien qui décolle, ils en ont plus, les bateaux. Il y a le détroit d'Ormuz d'un côté, on en a parlé récemment, qui est très important. Et puis, ils peuvent très bien multiplier ce type d'opération pendant des mois, voire des années. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a eu une attaque contre une base française la nuit dernière qu'il y en aura la nuit prochaine. Peut-être qu'il n'y en aura plus pendant des semaines. Et puis qu'un jour, au moment où on s'y attendra le moins, il y en aura de nouveau. Cette logique de guérilla, c'est une logique, je crois, que les Américains et les Israéliens n'ont pas suffisamment anticipée, qui rappelle évidemment, mais dans des contextes différents, ce qui s'est passé avec la guerre civile irakienne. Et les Iraniens ont observé ça de très près pendant des années et savent très bien comment contraindre des énormes puissances internationales à rentrer dans une logique de guérilla, c'est-à-dire les armées américaines
voire françaises, ne sont pas totalement outillées pour ça, face à des guérillas. Parce que je parle sous le contrôle du général, mais c'est une guerre très différente. Justement, est-ce qu'on est apte à faire face à cette nouvelle logique de guérilla ? Alors, premier point pour répondre à votre question initiale, oui. Participation à l'opération. Oui, de facto, on participe à l'opération, puisqu'on défend les alliés des Américains, etc., avec nos Rafales à Abu Dhabi, avec une frégate qui est dans le Golfe. De facto, on y participe sur le plan défensif. L'opération offensive en Iran, on y participe. On est lié grâce aux accords de défense. Voilà. Deuxième point, la guérilla. Il faut bien voir que la guérilla des proxys, globalement, de l'Iran, elle est totale. C'est pour ça que dans le reportage, on posait la question du terrorisme chez nous. Et oui, on y est. Parce qu'on peut s'attendre à ce que des cellules dormantes se réveillent et attaquent. Pourquoi ? Parce que je reviens sur ce point essentiel. Notre centre de gravité, à nous, c'est le citoyen. Notre capacité de résister au terrorisme. On l'a vu plusieurs fois en France, la capacité extraordinaire des citoyens français de descendre sur les terrasses quand les terrasses avaient été attaquées, etc. Et ça, c'est la stratégie que veulent retenir ces milices. Alors, en Irak, bien sûr, contre des soldats français, mais ça peut très bien se passer chez nous, avec d'autres cellules dormantes qui se réveillent. Là, vous êtes clairement en train de dire que la menace terroriste est au plus haut. Mais bien sûr, oui. Mais bien sûr. On l'a déjà eu dans certaines années, les années 80-90, ça s'était un peu assoupi. Le terrorisme, c'est une lutte permanente. Écoutez, il y a plusieurs médias qui donnent cette information. Le Wall Street Journal d'abord, et ensuite ABC qui a confirmé effectivement que des renforts étaient en route vers le théâtre d'opération. Précisément, il s'agit d'un corps expéditionnaire de marine, 2500 à 5000 hommes qui étaient jusqu'ici déployés au large du Japon et qui sont donc désormais en route vers le Moyen-Orient. Ils sont répartis à bord de 3 navires de guerre et ce sont effectivement des troupes qui pourraient être utilisées au sol. Ils sont en tout cas formés à cela, formés à des opérations de débarquement en territoire ennemi. Mais attention, dans la presse américaine, les responsables américains disent que leur mobilisation ne signifie pas obligatoirement qu'ils seront utilisés pour des opérations au sol, puisque ces Marines sont aussi capables, ont un rayon d'action et opérationnel assez large et pas uniquement les opérations au sol. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ces renforts viennent confirmer les propos de Pete Hegseth qui a annoncé encore aujourd'hui que les États-Unis allaient accélérer au niveau des frappes. Aujourd'hui a été à nouveau un jour record en termes d'intensité de frappes. Des frappes en hausse de 20%, dit le ministre de la Défense, le ministre de la Guerre maintenant, comme il faut l'appeler. Et Donald Trump, de son côté, annonce que la semaine prochaine, l'Iran sera frappé très fort. Ce sont ses mots. Donald Trump qui reste toujours très vague, en tout cas sur la durée de ce conflit. Il a déclaré ce matin dans une interview à Fox Radio qu'il arrêtera le conflit lorsqu'il le sentira au plus profond de lui-même. Une déclaration qui donne encore un peu plus l'impression que Donald Trump navigue à vue. Mais il faut bien voir que du côté des républicains, les électeurs républicains, les électeurs trumpistes, on est derrière Donald Trump, on soutient la guerre, alors que les démocrates, eux, ils sont largement opposés. Ça veut dire que, en fait, Donald Trump, pour le moment, a toujours le soutien de sa base électorale. Et d'ailleurs, dans les médias conservateurs, comme sur Fox News par exemple, on ne dit pas que Trump navigue à vue, on vante au contraire son ambiguïté stratégique, une façon, dit-on sur Fox News, de déstabiliser le régime iranien. Depuis le début de cette guerre, c'est une catastrophe communicationnelle. Que ça soit de la part du secrétaire d'État à la guerre, Pete Hegseth, ou au premier chef du président Trump. Oui. Le seul côté américain qui reste cohérent, parce qu'il reste très technique, c'est le chef d'état-major interarmé. Donc, ce déficit de communication et cette communication erratique côté américain démontre d'une certaine manière l'impasse dans laquelle les Américains se trouvent actuellement dans cette guerre. On doit être au 16e jour de guerre de mémoire. Malgré les annonces de victoire, malgré les annonces de frappe qui continuent, je ne dis pas qu'il n'y a pas de frappe contre l'Iran ces dernières heures, ces dernières semaines, elles se poursuivent. Elles sont extrêmement violentes, elles continuent de détruire des infrastructures, elles continuent de tuer des civils et de faire des blessés par centaines, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, et d'affaiblir une partie de la structure du pays, puisqu'on sait que sont visés aussi les commissariats, etc., pour affaiblir l'emprise du régime sur la population. Mais ça n'a pas empêché, la semaine dernière, de voir, encore une fois, des marches populaires
dans les rues de Téhéran et d'autres villes. Je crois qu'il y avait également Ispahan, dont on a pu voir des images, où les gens défilent et manifestent leur soutien. Et on a vu notamment la présence du président Pezeshkian dans les rues. C'est-à-dire que quand Donald Trump vous dit ils sont planqués dans des caves, ils ont les chocottes, ils osent plus sortir, les autres sont sortis, les gens leur serraient la main dans les rues de Téhéran. En termes de communication, c'est un échec total pour les États-Unis, tout ça. Parce qu'il y a évidemment le détroit d'Ormuz, mais il pourrait y avoir aussi la sécurisation de Suez, de plein d'autres points essentiels à la navigation et qui ne peut pas se faire seul par les Américains. Et les réponses, pour l'instant, sont plutôt un genre de... Ça, c'est une ligne morte. C'était mon imitation de ligne morte. Il n'y a personne qui répond. Les Français, catégoriquement, ne seront pas aux côtés des Américains dans une opération offensive. C'est eux qui, à ce jour, ont le plus gros dispositif militaire avec le Charles de Gaulle et tout ce qui l'accompagne en Méditerranée. Alors, ils pourraient jouer un rôle, mais jamais offensif. Les Britanniques, c'est malheureusement pour le mythe de la Royal Navy, l'effondrement du mythe, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de moyens avec un premier ministre qui, politiquement, est plutôt content de ne pas répondre à Donald Trump parce qu'il y a beaucoup de réserves quant à l'opération militaire en Grande-Bretagne. Donc, il joue un peu des deux côtés, espère ne pas se le mettre à dos, mais pas du tout pressé, puis il n'y a pas de présence militaire dans la région. Les Chinois, il les a invités. Pourquoi les Chinois se mêleraient d'une guerre où ils voient leur adversaire s'affaiblir, et où leur bateau ils ont des passe. Relations, ou certains de leurs bateaux, peut-être pas aussi nombreusement qu'ils le voudraient, mais il en passe. Ils sont des alliés des Iraniens. Cet appel aux Chinois, alors soit il y a un sommet Xi Jinping et Donald Trump dans 2 semaines et demie, mais est-ce qu'il peut penser que les Chinois ont envie vraiment? Je suis certain qu'ils veulent que la situation s'apaise. Les Chinois, ils ne veulent pas que ça perdure. Ça peut avoir de l'impact sur leur économie, indiscutablement, malgré que certains de leurs bateaux passent. Mais au point d'aller naviguer aux côtés des Américains, hors de question. Les Japonais ont une gaine constitutionnelle. Ce sont des forces d'autodéfense. Alors, peut-être les Coréens du Sud. Les Italiens, d'ores et déjà, ont dit qu'ils ne seraient pas de l'opération. Madame Meloni, hier, qui était catégorique, pas question pour l'Italie de se joindre aux opérations. Donc, quant à moi, il n'y a pas d'équivoque. M. Trump va être pas mal seul avec les Israéliens, non pas, je dirais, à ses côtés dans le golfe Détroit d'Ormuz, mais avec l'aviation israélienne. Et il aura à se préparer seul, évidemment, pour ce genre d'opération. C'est peut-être pour ça qu'on a vu partir jeudi de la 7e flotte près du Japon, au Japon, un navire, le USS Tripoli, qui est un micro-porte-avions. C'est un équipement qui appartient aux Marines, et les Marines n'existent que pour débarquer quelque part. Ce sont des soldats, c'est la 4e arme des États-Unis. Quand tu les déploies, c'est qu'ils vont établir une tête de pont quelque part. Ce n'est pas des soldats qui ont d'autres rôles dans la vie. Alors, ils peuvent le faire avec ponctuellement des avions, mais essentiellement, c'est des péniches de débarquement, des véhicules amphibies aujourd'hui, et il y aura entre 2 et 5 000 Marines prêts à déployer. Est-ce que ça signifie qu'on est en train de penser à un scénario? En fait, ça signifie qu'on est en train de penser à un scénario de débarquement. Est-ce que c'est à Karg, prendre le contrôle des côtes là, du détroit d'Ormuz? Il y a plusieurs scénarios possibles. Je ne suis pas dans la tête du Pentagone et de M. Kane, mais ça pourrait être l'île de Karg, où passe 90% de la production pétrolière, qui a été bombardée. Les installations militaires de Karg ont été bombardées. Est-ce que les Américains voudraient prendre le contrôle de ce point névralgique pour faire pression économique sur l'Iran, ou sécuriser par plein de petites îles iraniennes dans le détroit ou autour du détroit d'Ormuz, sécuriser pour qu'ensuite les bateaux puissent, de façon plus sécuritaire, passer escortés par la marine militaire américaine. C'est une possibilité très sérieuse. Puis je termine en disant que tout ça... Mais question niaiseuse, j'ai besoin de combien de temps à ton œil? Déplacement, installation, préparation? 10 jours. 10 jours? Pour que les Marines soient opérationnels dans la région, c'est une dizaine, peut-être il en reste 8 maintenant. Et puis, tu as toujours la 82e division qui, elle, est mobilisable en quelques heures. C'est une force aéroportée qui part de Fort Bragg en Caroline du Nord et qui peut être en 24 heures en train de parachuter des gens. Mais si tu es parachute, il faut que tu sois certain que tu es capable de venir les ravitailler et de les appuyer. Sinon, ils sont tout seuls en territoire ennemi. Ouais, mais c'est, disons, les 2 éléments de ce que pourrait être le début d'une opération ponctuelle, mesurée. On ne parle pas d'occuper l'Iran, mais d'occuper des endroits stratégiques.
J'étais dans le Golfe juste avant et donc tous les responsables que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils avaient discuté avec Trump pour expliquer à quel point il ne fallait pas que Trump rentre en guerre parce qu'ils allaient payer le prix cher dans cette affaire et qu'ils craignaient évidemment le chaos en Iran et toutes les conséquences sur les pays. Donc c'est exactement ce à quoi on arrive, que tout le modèle économique et le modèle que veut projeter ces Émirats, là je parle des Émirats d'une façon générale, et qui est l'utilisation de ce fameux soft power dont on a beaucoup parlé à une époque et on s'aperçoit que ce soft power aujourd'hui, à travers les influenceurs entre autres, eh bien c'est quelque chose qui évidemment là aussi repose sur du sable, puisque c'est bien beau d'avoir des influenceurs quand tout va bien, mais en cas de difficulté, la première action des influenceurs, c'est d'appeler à l'aide le pays dont ils sont les ressortissants. Donc on voit bien que ce modèle-là est un modèle qui va être, à mon avis, foncièrement remis en question. Mais la difficulté de ces pays du Golfe, c'est qu'ils n'ont pas énormément de choix. C'est-à-dire que l'alliance stratégique qu'ils ont avec les Américains, même s'ils estiment que les Américains ne sont pas à la hauteur de leurs engagements, puisque moi, l'image que j'utilise, c'est de dire que les pays du Golfe achètent des assurances-vie à l'extérieur auprès des Américains, auprès des Européens, suivant les pays, ça va être les Français, ça va être les Anglais. Ils achètent plusieurs assurances-vie pour pouvoir, en cas de difficulté, eh bien, faire valoir ces assurances-vie. Pourquoi ils achètent des centaines de milliards de dollars d'armement aux États-Unis? C'est pour, en échange, avoir la protection américaine, pas simplement pour utiliser ce matériel pour lequel ils n'ont pas toujours forcément les moyens et les compétences. Et on voit bien que là, ça ne fonctionne pas comme ils espéraient que ça fonctionne. Mais ils n'ont pas tellement d'autres choix, parce que nous ne pourrons jamais remplacer, nous les Français ou même les Européens, nous ne pourrons jamais remplacer. On pourra renforcer notre alliance, mais on ne va pas pouvoir remplacer, puisque vous ne remplacez pas un allié stratégique du jour au lendemain. Donc les Américains aussi ne respectent pas leur part du deal, c'est comme ça que les pays du Golfe le perçoivent en tous les cas, mais sans qu'ils soient en mesure complètement de changer d'alliance, parce que changer d'alliance, ça a des implications qui sont absolument énormes. D'abord, Donald Trump, il a quand même un problème, donc il essaye d'abord de régler un problème. Son problème, c'est qu'effectivement, militairement, malgré toutes ses déclarations, malgré celles de son secrétaire à la guerre qui, en gros, dit que l'Iran est à genoux, qu'il ne reste plus qu'à aller le ramasser, que le pays est déjà tombé, la réalité, c'est que c'est pas vrai. Et donc, avec le détroit d'Ormuz, c'est au fond le symbole donné au monde entier que ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en Iran, c'est extrêmement difficile. En revanche, on voit bien qu'il n'arrive pas, Donald Trump, à sécuriser le détroit d'Ormuz. Et tous les pays, y compris la Chine et autres, voient qu'il n'y arrive pas. Donc, et ça a du sens de vouloir le libérer. La question, c'est que le détroit d'Ormuz, de toute manière, même en cas d'opération navale, ne sera pas pour autant sécurisé. Il est possible de faire des convois. Regardez ce qui se passe en mer Rouge. En mer Rouge, il y a une opération qui s'appelle Aspides depuis 2024, parce qu'il s'agissait de protéger les navires pétroliers et les cargos des tirs des Houthis, cette milice chiite soutenue par l'Iran qui pour l'instant est restée relativement calme. Ouais. Ce sont des convois, donc vous avez de part et d'autre des navires marchands, des navires militaires qui les aident en leur donnant cette couverture anti-aérienne dont bénéficient les navires militaires, mais ça n'empêche ni le prochain convoi d'être touché, ni le détroit de redevenir dangereux une fois que le premier convoi est passé. La seule manière de sécuriser le détroit d'Ormuz, ce serait d'en prendre le contrôle effectif, c'est-à-dire de débarquer des forces sur la rive iranienne. Et encore, quel champ faut-il? Parce que s'il s'agit de drones, parce que même si vous admettons que les Américains déploient une force qui contrôlerait les 30 km à l'intérieur des terres, si vous envoyez des drones de l'intérieur de l'Iran, le détroit ne sera toujours pas sécurisé. Donc en fait, pour l'instant, la réalité, c'est que Donald Trump n'est pas en mesure de sécuriser le passage du pétrole. Ouais, parce qu'en fait, on est vraiment. En fait, la guerre, c'est l'affrontement des volontés et aussi des intelligences. Et je pense que l'intelligence stratégique, depuis le début de l'ouverture de cette guerre, cette troisième guerre du Golfe, elle est du côté iranien plutôt que du côté de la coalition, et notamment surtout côté américain. Parce que les Iraniens ont quand même une stratégie qui est très très cohérente au regard de leurs intérêts de sécurité. Mais alors, les Américains, on peut s'interroger pourquoi ils se sont lancés, entre guillemets, dans cette galère. Une galère aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan géopolitique et sur le plan de la politique interne pour ce qui concerne l'administration Trump avec l'échéance des midterms de novembre. Donc c'est assez incompréhensible. Alors je pense que cette aventure guerrière est peut-être liée à une intoxication qui aurait été le fait des Israéliens, puisque les Israéliens en fait sont connus pour avoir infiltré de manière très très importante l'Iran
avec leur service secret, le Mossad, et que les Américains sont quand même tributaires du Mossad pour avoir des informations. En tous les cas... Attendez, pardon, ils sont connus, les Israéliens sont connus pour avoir infiltré l'Iran ou les États-Unis? Infiltré l'Iran, oui, infiltré l'Iran. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, ils ont eu beaucoup d'informations, notamment pendant la guerre des 12 jours, pour éliminer certains des savants iraniens qui participaient au programme nucléaire iranien. Donc, on peut imaginer que les Américains ont été intoxiqués, mais ce qui ressort quand même au travers de la presse américaine, c'est qu'il y a eu de nombreux débats avant que ce conflit soit déclenché, et notamment les militaires américains étaient très opposés au déclenchement de cette guerre. Très probablement pour les raisons que j'ai expliquées, c'est que techniquement et stratégiquement, l'analyse que j'ai faite très rapidement, eux, ils l'ont faite dans le détail, et notamment en ce qui concerne le risque majeur qui a été le blocage. Alors, c'est pas un vrai blocage, le détroit d'Ormuz, puisque quand je dis qu'il y a blocage de la part des Iraniens, en fait, les Iraniens sélectionnent les bateaux qui doivent passer. C'est que, en l'état, les pétroliers qui vont en direction de la Chine continuent à passer, et les Iraniens ont annoncé qu'ils empêcheraient le passage aux bateaux de tous les pays qui sont considérés comme des pays proches de la coalition ou des pays directement liés à la coalition, donc considérés comme des adversaires de l'Iran. Si la Corée du Nord est la menace qu'on dit qu'elle représente pour le Sud, il y a là des dizaines de militaires américains depuis les années 50 qui sont mobilisés et tout un arsenal militaire pour faire face à la Corée. Or, en ce moment, bonne partie de l'équipement, les Patriots, les batteries de missiles Patriot, les THAAD, aussi des missiles précis pour intercepter, sont déplacés de Corée du Sud et d'ailleurs sur les théâtres d'opération parce qu'il n'y a pas assez de munitions, il n'y a pas assez d'équipement dans le backstore pour subvenir aux besoins. Ce n'est pas la production qui peut prendre la relève, c'est très lent. Donc, la Corée du Sud, théoriquement, si elle était menacée, elle l'est davantage parce que certains des équipements utiles à sa défense n'y sont plus. Tu parlais de la 7e flotte. Alors, c'est tout ce qui reste en Asie pour répondre à une menace chinoise. Il y a un porte-avions, groupe aéronaval, mais là, tu as une partie de ce groupe qui s'est mis à appareiller vers le Moyen-Orient avec le USS Tripoli et 2 bateaux qui l'accompagnent. Les Américains compromettent très sérieusement leur sécurité globale et les ententes qu'ils ont avec des partenaires, des ententes de défense. Déjà, on voit ce que ça donne pour les pays du Golfe qui comptaient sur les Américains. Et je termine là-dessus. On fait la guerre à l'Iran, un pays que l'on disait affaibli, qui n'avait pas de force aérienne, de l'intelligence, des missiles, capacité de nuisance. L'Iran, si demain matin, les États-Unis devaient livrer une guerre à une puissance militaire plus conséquente, est-ce qu'on pense franchement que ça serait a piece of cake, un morceau de gâteau? Et c'est un peu ce que tout le monde est capable de tirer comme conclusion à la lumière de ce qui se passe. 18 ans en Afghanistan, et ce sont les talibans qui ont gagné la guerre. Oui, alors en 2014, le président Obama, lors d'une conférence à l'Académie de West Point, devant les cadets, à propos de la guerre en Afghanistan, avait dit que ce n'était pas parce qu'on a le meilleur marteau qu'il faut voir tous les problèmes comme un clou, ou chaque problème comme un clou. Eh bien, on y est. C'est que, en fait, cette puissance aérienne inégalée que représente la coalition américaine et israélienne n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Alors, le premier objectif qui maintenant... honnêtement, plus personne n'en parle, c'était le changement de régime. Après, le deuxième objectif, qui à mon avis était plutôt celui des Américains, sur un modèle vénézuélien, c'était plutôt un changement dans le régime, de manière à avoir des têtes beaucoup plus conciliantes et coopératives avec les intérêts américains. On voit que ce n'est pas le cas non plus, puisque, bon, en l'état, même si on ne l'a pas vu, le successeur du guide, c'est le fils du guide. Donc, je ne pense pas qu'il va être très coopératif par rapport aux intérêts américains. Ensuite, concernant les éléments que vous venez de mentionner, la capacité de l'État d'Israël à se défendre face aux attaques iraniennes, mais ce problème-là existe également pour les pays du Golfe. Et là, on est également dans un des centres de gravité de cette guerre, c'est cette capacité à
agresser l'adversaire avec des moyens balistiques, c'est essentiellement l'Iran et puis des moyens aériens côté coalition, mais également à se défendre. Et même si l'Iran a des difficultés à se défendre, on voit que ces moyens balistiques et notamment ces moyens plus asymétriques comme les drones continuent à être lancés contre ses adversaires, les adversaires de l'Iran, mais par contre que d'un autre côté, un petit peu comme ce qui s'est passé lors de la guerre des 12 jours en juin 2025, on commence à avoir des informations selon lesquelles la capacité de défense israélienne face à l'agression iranienne commencerait à être épuisée. Alors, tout se passe à merveille selon le président américain, mais c'est quand même une course contre la montre qui est engagée, puisque du côté américain, eh bien, les stocks de munitions commencent à s'amenuiser sérieusement, et en Israël aussi. Il faut dire qu'en 2 semaines de conflit, Israéliens et Américains ont déployé une quantité record de missiles pour se protéger des attaques iraniennes. Cela inquiète beaucoup d'ailleurs, cette diminution des stocks outre-Atlantique, Jordan Olivier. Oui, je voulais vous parler justement ce matin pour illustrer le propos d'un article du Financial Times. Regardez. L'administration Trump a consommé des années de munitions essentielles depuis le début de la guerre contre l'Iran. Le journaliste, pour affirmer ce propos, se base sur 3 responsables américains proches de la Maison-Blanche. Vous l'aurez compris, le stock commence à baisser sérieusement. Alors, même s'il est difficile de donner une estimation précise, on estime que ce sont les Tomahawk qui sont les principales cibles où il manque beaucoup de missiles. Ce sont des missiles justement utilisé par l'armée américaine avec des capacités plutôt performantes, une portée de 2500 km et une vitesse de plus de 800 km par heure. Ce sont des missiles efficaces, oui, mais très coûteux. Vous allez le voir, 3,6 millions de dollars. C'est le coût de fabrication d'un seul missile Tomahawk. Face à eux, les Iraniens utilisent des drones Shahed réputés bon marché, voire très bon marché, des modèles qui coûtent seulement 30 000 $, donc 120 fois moins cher que les missiles américains. Une situation qui n'a pas l'air d'inquiéter Pete Hegseth, puisque le secrétaire à la Défense estime que les capacités des États-Unis, je cite, sont écrasantes par rapport à celles de l'Iran. Et pourtant, Jordan, la facture commence à être très salée. Oui, la facture grimpe effectivement du côté américain, car au-delà des Tomahawk, l'armée américaine utilise tout un arsenal de missiles comme les Patriots, par exemple. Ce sont des systèmes de défense antiaérienne qui permettent d'intercepter justement d'autres missiles notamment, et chaque utilisation coûte des millions et des millions de dollars. Des responsables du Pentagone ont d'ailleurs indiqué cette semaine que la guerre avait coûté plus de 11 milliards de dollars au cours seulement, vous le voyez, des 6 premiers jours, alors qu'on est actuellement au 16e jour de conflit. Évidemment, c'est considérable, et le Pentagone devrait justement prochainement soumettre une demande de financement supplémentaire à la Maison-Blanche, mais aussi au Congrès. On parle de 50 milliards de dollars supplémentaires, un conflit qui commence à coûter très cher à Donald Trump. Impasse stratégique aussi pour les Israéliens sous certains plans, mais pas que. Au Liban, puisque là on a la poursuite des frappes, on a la volonté depuis hier qui semble de plus en plus manifeste d'engager des moyens au sol de plus en plus importants au sud du fleuve Litanie. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.